On a eu la chance avec Olivier de participer à la NRF qui a eu lieu mi-janvier, il y a un petit mois maintenant. Donc pour finalement vous débriefer un petit peu de ces 3 jours à New York, on voulait vous proposer 2 choses. La première chose, ça va être un petit feedback, mais très très rapide sur la NRF. Vous connaissez plus ou moins tous, je pense, le salon. C'est un salon énormissime, 300 000 m², plus de 1000 exposants, 16 000 retailers. Bon, bref, je vous passe tous les chiffres autour de la NRF qui montrent que ce salon est monstrueux. Je voulais juste revenir sur les 3 enseignements majeurs qu'on a pu en tirer. Et si vous êtes intéressé pour avoir le support complet, je vous invite à scanner le petit QR code qui est en haut de l'écran. Il y avait 3 tendances qu'on a pu retenir avec Olivier. La première, et c'est sur laquelle on va revenir sur la deuxième partie avec la table ronde qui va venir juste après, ça va être bien sûr l'intelligence artificielle qui est vraiment au centre des sujets. Je pense qu'il y avait à peu près pas loin de la moitié des conférences qui étaient dédiées de près ou de loin à l'IA, ou au moins à la data. 100% des conférenciers nommaient l'IA, ça c'était le minimum obligatoire, et effectivement on a beaucoup de cas d'usage qui ont été présentés par des groupes de plus ou moins grande taille. Exactement, et puis ce qu'on voyait aussi, c'est que une grande majorité des éditeurs affichaient de près ou de loin l'IA, soit dans leur nom, soit dans leur description. Donc on va revenir justement là-dessus avec les intervenants juste après pour essayer de prêcher le vrai du faux. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est l'expérience client. L'expérience client, toujours boostée par l'IA, bien sûr, omnicanal, forcément. Ça rentre clairement dans le langage commun et dans les basiques du métier maintenant. Et personnalisé. Et ce qui est intéressant de noter dans cette thématique-là, je vous laisserai voir plus le détail dans le book complet, mais c'est qu'on voit que finalement, il y a un retour aussi un peu au basique. Et quand je parle des basiques, c'est surtout autour du programme de fidélité. C'est vrai que c'est du sujet qu'on abordait beaucoup au sein de Diamart il y a 5 à 10 ans, et qui font un peu leur grand retour parce qu'on se rend compte que l'IA permet aussi de beaucoup mieux personnaliser la relation. Et c'est l'occasion pour pas mal de retailers aussi de miser sur leur trafic existant en retravaillant leur programme de fidélité et en y intégrant aussi un peu plus de serviciel. Donc c'est ce qu'on pouvait voir aussi au sein de la NRF. Et enfin, pour finir, la techno, toujours et encore, mais de plus en plus invisible. Et ce qu'on pouvait aussi observer, c'est que finalement, et on en reparlera aussi à la table ronde juste après, c'est que l'IA a permis aussi l'accessibilité à certaines technologies de plus en plus fortes et de moins en moins coûteuses. Rien que pour prendre l'exemple, par exemple, des caméras en magasin, avec l'IA qui peut se brancher maintenant directement sur vos caméras de sécurité. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui va te coûter de moins en moins cher aussi, qui va permettre l'accessibilité à ces technos aussi de plus en plus fortes. Et juste un point sur la personnalisation, ça a été dit ce matin, je crois que c'était à la table ronde que tu as brillamment animée. On pensait qu'on faisait de la personnalisation parce que depuis 15 ans, on se gargarise de faire de la personnalisation, notamment sur le web avec des algorithmes. Ceux qui ont vu, ceux qui ont acheté, ont acheté. Là, on commence à rentrer sur des use cases où on peut vraiment parler de personnalisation parce qu'on brasse tellement de data, produits et clients, qu'on commence à avoir quelques use cases vraiment pertinents où on peut vraiment parler de personnalisation. Exactement. Allez, on rentre vite dans le vif du sujet. Je vous propose de passer à la table ronde. Et pour ça, on va être accompagné de 3 experts data IA sur le sujet qui ont eu la chance aussi de participer avec nous à la NRF. Donc j'invite Jess d'Akeneo, Olivier de Pulper et puis Rupert de Vertigo. Messieurs, bienvenue. Alors j'ai oublié de préciser que c'est une table ronde un peu sans langue de bois, bon, comme les autres forcément, mais je pense que ça va être un peu moins langue de bois que sur les autres, en tout cas un peu plus cash, on va dire ça comme ça. Ça a été le mot d'ordre en tout cas qu'on a donné à nos différents intervenants. Peut-être qu'avant de commencer, je vous laisse faire un petit tour de table pour vous présenter et puis pour présenter la société dans laquelle vous travaillez. Donc, moi, je m'appelle Jess Créange. Je dirige la BU qui s'occupe de tous les produits d'intégration de données fournisseurs chez Akeneo. Avant, j'étais fondateur d'Unify, start-up française spécialisée dans l'utilisation de l'IA pour intégrer de la donnée, la nettoyer et la pousser dans un PIM, un MDM, un ERP, tout ce que vous voulez, qu'on a donc vendu à Akeneo il y a 6 mois. Merci Jess. Olivier ? Donc, je suis Olivier Najba, j'ai travaillé dans une entreprise qui a accompagné un certain nombre de retailers pendant 12-13 ans, qu'on a revendu il y a quelques années. Et entre-temps, on a développé une solution d'IA de gestion de la relation B2B et
j'accompagne quelques marques sur la compréhension de ce qui est en train de se passer. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Rupert Schisle, je suis cofondateur de Vertigo, une société qui existe depuis 5 ans, pas 100 ans, une trentaine de salariés. On est spécialisé sur un domaine de l'IA qui est la Decision Intelligence, donc qui consiste à augmenter et automatiser la prise de décision des entreprises, et on travaille particulièrement sur le sujet promo, assortiment, logistique et supply chain. Donc on va patcher tous les trous que vous avez aujourd'hui dans vos ERP, dans vos WMS, OMS, etc., et que vous faites avec Excel ou du in-house. Et donc, la raison pour laquelle on a fait venir ces 3 gentlemen autour de la table, c'est qu'il y en a un qui m'a parlé de machine learning il y a très longtemps, avant même que je comprenne ce que ça voulait dire. Il y en a un qui l'a fait pour de vrai, et je l'ai opéré il y a quelques années chez Monoprix. Et il y en a un qui me parle d'IA tous les matins, tous les midis, tous les soirs, et ça me fatigue. Et donc, quand on s'est tous croisés à New York, c'était pas un voyage organisé, hein, mais c'était pas le Club Med, mais je ne sais pas si c'est encore là. Mais par contre, on s'est croisés, et quand on est revenu de là, on s'est posé une question, c'est est-ce qu'on assiste vraiment à une lame de fond? Parce qu'on a entendu tout. Enfin, si vous avez lu un peu la presse, là, c'était la révolution ou évolution. Et on s'est dit, mais tout ça, c'est du bullshit, ou est-ce qu'il y a vraiment un truc en train de se passer? On s'est dit, vu qu'ils sont en train de bosser dedans et qu'ils sont sans langue de bois, ouais, ils vont nous aider à comprendre vraiment ce qui se passe derrière. C'était l'objectif un peu de cette table ronde, donc lâchez-vous, messieurs. En fait, ce que tu as envie de demander, c'est est-ce que l'IA qui est mis à toutes les sauces, c'est le nouveau métaverse, en fait? Parce qu'il y a 1 an et demi... On va faire du mauvais esprit. Non, mais il y a 1 an et demi, tout le monde était là, ou 2 ans, tous les retailers se posaient la question, c'est est-ce qu'on doit aller sur le métaverse? Est-ce qu'on doit investir sur le métaverse? Et il y avait toutes les directions qui commençaient à s'y mettre. Et on a vu le succès d'Éric Bompard sur le métaverse et ce que ça a donné. Et donc là, maintenant qu'on voit l'IA à toutes les sauces, c'est de se dire... Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais je ne vais pas monopoliser la parole, mais selon moi, oui, il faut s'y intéresser parce que c'est une nouvelle interface et c'est des nouveaux outils. Je pense que effectivement, c'est assez intéressant de la comparaison avec le métaverse. Quand on regarde le hype cycle de Gartner, vous connaissez la courbe qui fait comme ça au début. Enfin, il faut que je fasse dans l'autre sens. Elle fait comme ça, et puis après, elle remonte doucement. Et en gros, aujourd'hui, Gartner place l'IA tout en haut de la pointe. Enfin, l'IA, la Gen AI, donc cette IA générative. Et donc, normalement, s'ils ont raison, ça va redescendre. Et une des raisons, en fait, de cette redescente, c'est qu'il y a beaucoup de... Quand une technologie est tout en haut, elle est implémentée parce que les entreprises l'implémentent pour la technologie et pas pour répondre à un besoin. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cas où c'est fait comme ça. Ce qui va faire que forcément, ça va créer de la déception et on va remonter dans quelques années. C'est ce qui passait aussi avec le métaverse, mais ce n'est pas une technologie qui est morte, à mon avis. Vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'il y a du bullshit? Oui. Est-ce qu'il y a des vrais cas d'usage? 30% de ce qu'on dit. 30%? Ouais. 30%. Peut-être 30%. T'as un tiers des gens qui font vraiment ce qu'ils disent qu'ils font. Est-ce que ça génère du ROI? Quand c'est bien fait, quand on suit les recommandations des éditeurs et qu'on décide pas qu'on sait mieux que les autres, ça marche. Voilà, c'est pas magique. Et tous les gens qui vous disent que c'est magique, et je m'excuse d'avance si le marketing d'Akeneo le fait, mais je crois pas, parce qu'on essaye de les empêcher de le faire. Tous les gens qui vous disent que c'est magique, il faut pas les écouter. Et il faut venir voir les gens chiants et comme moi, qui vous disent que ça va être pénible et qu'il y aura de la sueur et des larmes, mais qu'à la fin, ça va marcher. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Là, tu parles des grands projets. Et je pense que... non, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a des projets qui nécessitent 3 mois, 6 mois d'implémentation. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que la Gen AI, par l'entraînement, par toute l'IA qui est disponible directement sur des clouds et directement accessible, permet d'essayer de redonner la main aux équipes sur du très court terme. Aujourd'hui, si on commence et on le voit dans des boîtes, comment ils commencent à utiliser de l'automatisation, de l'IA, des API qu'ils ont en interne, quand on commence à les coupler, eh ben, on a des résultats extrêmement rapides. Alors, ça ne va pas être des gains de temps phénoménaux, mais 3 jours hommes ici, 20 jours hommes ici. Et donc, au fur et à mesure, quand on commence à prendre la main,
quand on commence à utiliser au quotidien l'IA et on commence à planter des projets, mais de manière courte, on commence à apprendre. Et donc pour moi, ce qui est en train d'arriver, c'est ça. On commence à intégrer les briques parce que ce qui a vraiment changé il y a 6 mois ou il y a 3 mois quand je ne sais plus quand est-ce que OpenAI a sorti ses API. Ce qui a vraiment changé, c'est pas la techno. La techno, elle existe. Nous, on utilisait GPT-2 il y a 5 ans. Ce qui a changé, c'est la facilité d'appréhension et de connexion de la technologie. Alors que maintenant, il y a des API, il y a un manuel, il y a une documentation. Nous, avant, chez Unify, on avait nos propres moteurs propriétaires. Un projet Unify, c'était 6 mois, 7 mois d'un plem, Olivier. On en a fait 2 ensemble. Maintenant, avec les nouvelles technologies, quand on utilise de l'Unify, il y a toujours un petit temps d'apprentissage parce qu'on a toujours une techno qui est très précise mais qui demande un peu d'entraînement. Quand on passe sur des nouveaux modèles providés par Google ou par OpenAI, le temps d'entraînement et le temps de mise en place est découpé. Et au lieu de passer 6 mois, on en passe 3. Ça, c'est vrai. Et ça veut dire que l'IA générative, finalement, a permis chez vous de progresser sur un certain nombre d'éléments. Donc là, tu parles de rapidité d'implémentation. Ouais. Alors, il y a la plupart des éditeurs qui disent qu'ils font de l'IA, du coup, ils ont juste un connecteur avec GPT, Palm, et puis c'est tout. Et c'est au client de se démerder quand le modèle prédit une bêtise ou invente la valeur d'un œuf de vache. Donc nous, on rajoute des couches au-dessus pour sécuriser et faire en sorte que les IA ne racontent pas n'importe quoi. Mais oui, du coup, on les utilise. Et en fait, la nouveauté, c'est qu'elles ont été entraînées sur des quantités de données qui sont absolument phénoménales. Et qu'en fait, il y a maintenant, on rentre dans la course à la puissance de calcul. En fait. Google empile des serveurs, Microsoft empile des serveurs, et c'est celui qui a le plus de serveurs qui gagne. Je résume et j'exagère volontairement, mais en gros, on en est là. Et donc, pour des boîtes technologiques comme nous, c'est vachement plus rapide d'utiliser quelque chose qui existe déjà et de le fine-tuner, de le personnaliser, de rajouter une couche de savoir-faire pour pas que ça fasse n'importe quoi, que de développer n'importe techno. Ok, on reviendra sur les facteurs clés en effet pour savoir comment bien sélectionner son éditeur pour savoir s'il fait ou non de l'IA. Je crois que Rupert, tu avais aussi toi un cas concret sur dans quelle mesure l'IA générative finalement a permis chez vous Vertigo d'améliorer finalement votre solution. Ouais, alors Vertigo à la base c'est pas de l'IA génératif. Nous effectivement on fait de la decision intelligence. Donc globalement on reproduit un processus de décision à travers des algorithmes. Ce sont ces algorithmes d'IA, mais c'est aussi d'autres types d'algorithmes de simulation et d'optimisation qui sont enchaînés pour décider combien de stock on va mettre à tel endroit, comment on va dispatcher des produits dans un entrepôt, quelle va être la meilleure stratégie promotionnelle. Donc il y a plein de décisions en fait qui découlent de la demande qu'on va capter. Et en fait, le problème qu'on avait jusqu'ici, c'est que ces décisions étaient extrêmement difficiles à expliquer à nos clients. Donc on leur envoyait un peu de metadata pour ce qu'on appelle la metadata, donc l'explicabilité, pour leur dire voilà, ces décisions-là sont très fiables, un peu moins fiables parce qu'on n'a pas beaucoup de données dans le passé, mais on n'était pas capable de leur dire précisément pourquoi notre algorithme sortait il faut commander 150 unités de tel article pour la semaine prochaine. Et là, avec l'IA générative, on devient capable, et on commence à avoir des tests qui marchent très bien, on devient capable d'expliquer les données de manière avec un langage humain. C'est-à-dire qu'on on donne la metadata à l'IA générative qui est sur nos serveurs, on ne les donne évidemment pas à OpenAI. Cette IA générative peut être interrogée pour expliquer à des personnes qui sont sur le terrain, qui n'ont pas nécessairement des compétences techniques, la décision qui a été prise par l'algorithme. Donc ça, c'est un des cas d'usage. Et on a un deuxième cas d'usage qui arrivera, je pense, dans 12-18 mois, qui est l'autoprogrammation des apps qui tournent sur notre plateforme avec de l'IA. Donc c'est l'IA qui va programmer de l'IA. C'est marrant parce que vous êtes deux à parler d'usage en effet d'IA générative, mais plutôt sur les parties back-office, là où à mon sens finalement la partie NRF n'a pas été vraiment orientée. Il vient de parler de front office là, en fait. C'est vraiment front office. Et on vient de parler de front office. En fait, si on reprend un petit peu, si on revient, parce que moi je suis d'un âge canonique qui a connu des serveurs qu'on interrogeait, vous savez, ces vieilles interfaces terminales.
Et donc, il y a 30, 40 ans, on avait des interfaces horribles. Et donc, quand on devait travailler avec des ordinateurs, c'était compliqué. Ensuite, on a eu les interfaces Windows qui sont arrivées. Ensuite, on a eu l'interface web. Aujourd'hui, plus personne se pose la question sur son site internet s'il est compatible mobile. Donc, c'est un nouveau type d'interface. Et là, eh ben, on commence à donner encore plus simplement accès à des systèmes compliqués par un nouveau type d'interface qui est le prompt. Et donc, ça devient un nouveau type d'interface où on peut, avec des personnes qui ne sont pas expertes, acquérir de la data, discuter avec des systèmes d'information qui étaient auparavant très complexes à aborder. Et donc, c'est ça, c'est un nouveau type d'interface utilisateur qui va se déployer de plus en plus dans les entreprises. Et donc, c'est vrai, on travaille aussi bien sur le front que sur le back. Mais justement, enfin moi à mon sens, ce qu'on voyait surtout à la NRF, c'était surtout sur les sujets front office, donc de SAV, de chatbots, etc. Et d'après moi, c'est pas là où finalement les gains à court moyen terme pour les retailers auront lieu. Ce sera plutôt justement sur la mise à disposition à la limite de cette data-là, ou sur des sujets back office, de cleaning ou d'implémentation. C'est ce que dit Jess, hein, quand il dit ils se sont connectés à ChatGPT. De toute façon, tout le monde n'a pas réinventé leur propre modèle en moins d'un an. OpenAI, ça fait des années qu'ils bossent dessus. Google, ça fait des années qu'ils bossent dessus, même s'ils sont un peu à la bourre par rapport à Microsoft. Mais ils ont tous... Non mais, d'un point de vue marketing, ça y est, les experts vont se quereller. Mais donc, les éditeurs ont tous implémenté ces connecteurs pour pouvoir accéder à la donnée. Il y a beaucoup de choses qui se passent en back-office quand on parle d'AI, il n'y a pas que le generative AI. Aujourd'hui, c'est cet accès aux utilisateurs qui ont pu toucher à la puissance de l'intelligence artificielle qui a changé la donne. Mais l'IA, ça fait des années, ça ne date pas d'il y a 3-4 ans. Ça fait des dizaines d'années qu'on y travaille, ça fait des années que Google, avec... AlphaGo, c'est qui? C'est 2018. C'est Google, mais je ne me rappelle plus quel. DeepMind. Ouais, c'est DeepMinds. Ça fait des années qu'on travaille sur l'IA. Donc, oui, le grand public maintenant a vu la puissance de l'intelligence artificielle, et c'est ça qui change la donne. Et comment vous, dans vos sociétés respectives, vous vous projetez justement sur ces sujets-là? Est-ce que vous avez l'impression que peut-être que ça améliorera encore d'autant plus votre proposition de valeur, ou c'est quelque chose que vous pensez qu'il n'y a pas encore d'effet bénéfique? On l'utilise, il y a plusieurs choses. Déjà, nous-mêmes, on a des utilisateurs de métier qui font du marketing, qui créent du contenu. Donc déjà, nous, on l'utilise pour ça. Ensuite, les équipes de développement utilisent des copilotes. Alors, copilote, je crois que c'est un nom déposé maintenant, on n'a plus le droit de le... Voilà. Bon, utilise des assistants à la rédaction de code. Nous, CMI, c'est un assistant. On n'y fait pas entièrement confiance, mais ça permet de gagner du temps. Ensuite, on l'utilise dans le logiciel pour les utilisateurs de logiciel. Donc aujourd'hui, Unify, ça fait 5 ans que de toute façon, on utilise de l'IA partout pour classer des produits et les enrichir et les nettoyer. Donc ça a toujours été là. Mais maintenant, dans le PIM, on génère du contenu automatiquement. On crée des workflows en automatique. C'est des choses qu'on va annoncer là en mars. Et enfin, sur les parties projet, je parlais avec quelqu'un dans la salle tout à l'heure qui implémentait un MDM qui n'est pas Semarchi et qui avait 36 mois de projet dans les pattes, dont une partie a probablement été passée sur de la migration et de la reprise de données. Je suis sûr que tous les DSI dans la salle ont souffert de ces phases de projet-là. Les phases de migration et de reprise de projet, maintenant, on divise le temps par 3 en moyenne. Parce qu'au lieu de faire tout à la mimine dans Excel, on donne la donnée brute à une IA, on lui dit voilà ce qu'il faut cibler comme système, voilà ce qu'il faut faire comme nettoyage, et on passe dans la moulinette et ça marche plutôt bien. On l'utilise un peu aussi de cette manière-là parce que nous, nos systèmes se greffent sur les ERP de nos clients. Donc on doit analyser les datas qui rentrent, les décrire,
Et ensuite, d'écrire aussi la metadata qu'on génère. Donc, on génère des recommandations, mais on génère aussi des metadata, comme je disais. Et en fait, toute cette explication et description de la data, avant, ça prenait beaucoup de temps. Et enfin, surtout de la data, quand on branchait nos apps sur les ERP, on devait le faire manuellement. Et aujourd'hui, on a des process qui sont intégrés, qui lisent les différentes colonnes, qui disent ça c'est des données de vente, ça c'est des prix, ça c'est des codes postaux, etc. Et qui décrivent ça, ce qui rend ensuite aussi la donnée interrogeable, comme je l'expliquais, à travers ces systèmes-là. Ça fait gagner énormément de temps. Et est-ce que vous pensez que finalement l'intelligence artificielle permettra potentiellement aux retailers plutôt challengers de rattraper un certain retard par rapport aux leaders qui ont eux justement eu le temps de mettre en place une organisation entre guillemets en place avec une donnée qui est censée être plus ou moins propre. Est-ce que vous pensez que ça permettra de rattraper un certain gap pour les challengers? Je peux faire du Cédric. On est édulcoré, hein. Non, mais on sait très bien que les challengers ne viennent pas avec tout un legacy, qu'il soit technique ou organisationnel. Et donc, les challengers ont beaucoup plus de capacité à leverager de l'IA et d'aller beaucoup plus vite que les entreprises traditionnelles et que les retailers traditionnels. Néanmoins, avec tout ce qu'on vient de dire, bien mis en œuvre, bien réfléchi et avec une bonne organisation, les retailers qui ont du traditionnel peuvent aller beaucoup plus vite et revoir leur organisation de manière beaucoup plus efficace. Donc en fait, la question c'est est-ce que l'IA va pas, l'IA générative et tous les nouveaux algos et tous les nouveaux modèles vont pas finalement équilibrer la différence qui existait entre celui qui se tapait sur Legacy et celui qui ne l'avait pas. Nous, on a un exemple là-dessus qui est une belle boîte Challenger, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, qui s'appelle Chronodrive, qui fait partie du groupe Auchan, qui s'est équipé de Vertigo, vraiment dans cette logique. Enfin, il se voit en interne comme une start-up qui innove beaucoup et qui est challenger sur son marché du drive, parce qu'ils ont une centaine de drives aujourd'hui ouverts en France. Ils se sont équipés de Vertigo pour d'abord travailler sur l'optimisation des stocks dans les drives pour mieux alimenter ce qu'ils appellent les magasins dans les bonnes quantités, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant dans le drive que d'être en rupture quand on a commandé quelque chose. Et puis comme ça a bien marché, ils ont compris le potentiel de ce genre de techno qui se déploie vite et qui apporte de la valeur et déploie maintenant sur d'autres sujets. Merci. Jess, tu as un exemple toi aussi de... Je sais pas si l'IA va permettre aux retardataires de rattraper les premiers. J'ai une conviction personnelle que non, que ceux qui prennent le train en marche le plus tôt vont plutôt creuser l'écart, mais je n'ai pas d'exemple à donner là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se précipiter et le faire n'importe comment. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut accepter que c'est un nouveau mode de travail. Voilà, donc c'est un nouveau mode de travail, c'est un nouveau mode de pensée. On a travaillé pendant... Moi, j'ai 10 ans de carrière, je ne suis pas aussi vieux qu'Olivier. Alors, tu me parles sur un autre ton, jeune. Hein. Ça fait 10 ans que je vois des métiers qui travaillent avec une logique déterministe. C'est-à-dire que j'ai une règle, je sais que je donne A dans ma règle, ça me sort B. Bon, le plus gros challenge, il est là-dedans. Il est d'accepter que potentiellement, si je donne A, je vais peut-être avoir B, mais je vais peut-être avoir C. Parce que l'IA, elle fonctionne par proba. C'est le même changement de paradigme que quand on a écrit la théorie quantique. Avant, on avait la relativité, c'était simple, c'était hyper rassurant. Maintenant, il faut accepter que il faut auditer, il faut regarder, on est sur un mode statistique, et le plus gros changement, il est là. Il est dans les têtes. Donc c'est le change management, quoi, finalement. Ouais, c'est une question de change management. Ouais. Et peut-être pour partager quelques conseils justement pour nos amis retailers dans la salle, qu'est-ce que vous donneriez justement comme conseil pour essayer de voir définir le vrai du faux, pour justement sélectionner les éditeurs qui fonctionnent réellement avec de l'IA. Comment vous feriez? Est-ce qu'il faut vraiment être expert IA pour essayer de les challenger ou comment vous feriez vous? Alors, il faut choisir des éditeurs qui accompagnent. Page de pub chez Akeneo, dans la partie projet, on a une section qui est dédiée, qui s'appelle le PSA, Project Success Assistance. On explique comment la techno fonctionne, quels sont les risques, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que c'est important de choisir des éditeurs qui ont une expertise et qui la fournissent.
Tout le monde va dire j'ai de l'IA. La plupart du temps, et mes joyeux concurrents ont simplement un connecteur avec ChatGPT et c'est au client de se débrouiller pour l'implémenter, pour l'utiliser. Comment vous gérez les hallucinations aujourd'hui, si vous allez sur ChatGPT et que vous posez la question quelle est la taille, le poids d'un œuf de vache, il va vous donner une réponse. Bon, sur un œuf de vache, c'est rigolo. Sur la puissance maximale autorisée par un tableau électrique, c'est dangereux d'avoir une bêtise. Donc, comment est-ce qu'on accompagne et comment est-ce que vous, dans vos logiciels et dans votre plateforme, vous vous assurez que l'IA, elle ne fait pas des conneries. Un bon éditeur qui utilise vraiment et qui a une expertise, il sait, parce qu'il a une équipe dédiée, qu'il utilise du GPT ou pas, d'ailleurs, c'est pas le sujet. Hein. Le sujet, c'est comment il l'utilise et comment il éduque son client à le faire. Et je pense que c'est la question la plus importante. En fait, pourquoi est-ce qu'on va changer, sous prétexte qu'il y a de l'IA, nos bonnes méthodes qui consistent à discuter avec les fournisseurs de solutions, savoir s'ils sont sérieux, savoir s'ils accompagnent, savoir s'ils connaissent quelque chose. L'IA va pas changer quoi que ce soit à la relation entre un éditeur, le sérieux d'un éditeur, sa technologie et son savoir-faire. On faisait déjà nos due deals pour savoir est-ce qu'ils savent gérer la sécurité. Et donc, ne changeons pas tout sous prétexte qu'a marqué IA. Soyons sérieux sur la manière de faire, éventuellement auditer sur quel type d'algo ils sont, savoir où va la donnée. C'est intéressant de savoir si elle est en France, si elle est utilisée pour être entraînée pour d'autres clients. Donc, il y a quelques petites questions à se poser qui demandent peut-être un changement d'habitude, mais un bon éditeur ou une bonne société de service, c'est aussi à vous de le sentir et à discuter entre les métiers, la tech chez vous, la DSI et l'éditeur. Et donc, du coup, les bonnes questions à se poser, Rupert, peut-être En fait, je suis moyennement d'accord avec ça parce que c'est pas exactement la même chose avec l'intelligence artificielle parce que en fait, l'interprétabilité des résultats et des recommandations qui sortent, elle est très difficile à évoluer parce que la structure aujourd'hui dans les entreprises n'existe pas, même dans les grandes entreprises, pour être capable d'évaluer ça. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, surtout dans notre méthodologie quand on déploie des solutions Vertigo, c'est d'accompagner le client dans l'évaluation du résultat qu'il va avoir à travers ses recommandations. Donc ça se fait souvent à travers ce qu'on appelle le backtesting. On va faire tourner des algorithmes sur des périodes passées et on va comparer les recommandations de Vertigo avec ce qui était en place auparavant. Mais c'est souvent pas facile parce que parfois il n'y a pas la traçabilité qui était là ou parfois les résultats du passé ont été modifiés déjà par le client. Mais je pense que c'est la méthodologie qui rend le benchmark entre différentes solutions et les solutions parfois déjà existantes possibles. Ça s'appelle de l'accompagnement. On a bossé ensemble avec un client. Tu étais de ton côté, j'étais du mien. Mais quand tu bosses avec un client du retail et que tu lui fais gagner 500 000 € par mois quand tu déploies ton premier algorithme, il n'y a pas besoin de l'interprétation des résultats. Et le sérieux des entreprises parle pour elles. Donc, comme avant, le sérieux des entreprises, prendre des références. Et quand on parle d'IA, oui, il y a l'interprétation des résultats, mais il y a aussi le background. Vraiment les questions concrètes. Où va la donnée? Quel modèle vous utilisez et pourquoi? Quelle organisation il faut mettre en place? Comment est-ce que je suis sûr que votre algo il va pas m'inventer des conneries? Est-ce que vous vérifiez les résultats? Voilà, est-ce que vous vérifiez les résultats? La réponse que je donne à ça, c'est il va faire des conneries. La question, c'est est-ce qu'il va en faire plus que vos utilisateurs ou pas? Et ça, comment vous le mesurez? Parce que la réalité, elle est souvent là. C'est un peu comme sur les voitures autonomes. Est-ce qu'on est prêt à accepter d'avoir une voiture qui tue moins d'humains que des conducteurs? Aujourd'hui, la société n'est pas tout à fait prête. Mais est-ce que vous, retailer, vous êtes prêt à avoir un algo qui fait moins de bêtises que vos content managers? Moi, je pense qu'il faut. Donc, comment vous vérifiez ça et comment vous entraînez vos content managers à vérifier les résultats de l'algo? C'est ça les questions. Je pense que c'est les 4 questions principales qu'il faut vous poser. Et la 5e question, elle n'est pas neutre. Qui paye le provider d'IA si jamais ce n'est pas une IA maison? Est-ce que c'est à moi, retailer, de payer Google ou est-ce que c'est inclus dans le prix de votre licence? Ce n'est pas une question neutre.
Juste un point sur la partie légale, parce qu'on a entendu parler un peu ce matin. Ce que tu viens de dire, c'est pas neutre. Tu bosses dans l'alimentaire, tu fais des fiches produits, tu remplis une colonne allergène, c'est l'IA qui le fait. Demain, il se passe un problème, un client décède. Légalement, qui est responsable? Est-ce que ça peut pas être un frein finalement à certains développements de use case plus que la techno? C'est pas plus un frein que le fait de faire remplir une fiche produit. Donc aujourd'hui, la plupart des opérateurs de marketplace, il y en a dans la salle, se posent la question de savoir s'ils sont éditeurs ou hébergeurs. Et la conséquence, c'est est-ce que mes équipes de content manager ont le droit de corriger la donnée qui est poussée par mes vendeurs? Il y a des éditeurs de il y a des opérateurs de marketplace qui ont fait le choix de prendre la main sur la donnée qui est donnée par le vendeur, et il y en a d'autres qui refusent. Aujourd'hui, la direction impulsée par l'Europe et par la France, c'est que si vous, opérateur de marketplace, vous ne corrigez pas la donnée de votre vendeur, ça va être de votre faute de toute façon. Donc moi, j'enjoins les opérateurs de marketplace à adopter des solutions d'IA pour corriger la crasse qui est poussée par les vendeurs qui n'ont pas le temps de la corriger de toute façon, et de former leurs équipes à le corriger. Et accessoirement, de toute façon, bientôt, vous n'aurez plus le choix que de le faire, puisque c'est un peu l'équilibre de la terreur. Et donc, lorsque vous aurez des compétiteurs qui optimiseront grâce à l'IA leur SEO, qui diffuseront sur énormément de sites avec qui ils ont des accords, optimisés pour chaque mot-clé, et ils auront des meilleures fiches produits que vous, mieux décrites, et bien vous n'aurez pas le choix que de le gérer, parce que de toute façon, personne ne vous donnera les budgets pour avoir 10, 20, 30, 50 personnes de plus pour écrire. Et donc, dans un monde du retail où on a des marges qui sont de plus en plus rognées, de plus en plus faibles, ne pas aller sur de la technologie, sur de l'efficacité opérationnelle, enfin, virons IA, hein, parlons d'efficacité opérationnelle au quotidien qui doit s'infuser dans toutes les branches de l'entreprise et de nos entreprises, c'est ça qui est indispensable. Et justement, à la place des retailers hein, qui sont dans la salle, qu'est-ce que vous feriez dès demain pour avancer concrètement sur ces chantiers-là? Si ce n'est de travailler avec vous, bien sûr. Non, qui a Google ou Microsoft dans son entreprise? Il n'y a pas beaucoup de Microsoft et pas beaucoup de Google. Pour tous ceux qui ont Microsoft ou Google, vous avez, pour vous donner un exemple, hein, sur Microsoft, vous avez un outil qui vous est fourni qui s'appelle Power Automate, qui vous permet d'utiliser un petit peu l'IA, d'accéder à de l'IA et de créer des petites automatisations ou même des grosses automatisations, de créer vos propres workflows pour gagner en efficacité opérationnelle. Et donc de toucher du doigt ces améliorations, ces automatisations du quotidien. Utilisez-le, testez-le. Vous ne deviendrez pas expert, forcément, mais en tout cas, vous allez voir immédiatement comment gagner du temps au quotidien dans votre boulot. Tu peux passer de la théorie à la pratique, parce que là c'est bien joli, mais donne un exemple, s'il te plaît. Je vais te donner un exemple. Je discutais avec un cabinet d'expertise comptable et je leur expliquais comment se poser des questions. Et il y a un cas qui a été il y a un cas qu'on a soulevé, et qui était il recevait d'un client des factures par mail en PDF au quotidien, et il devait ressaisir ses factures l'euro à l'euro sur une autre entité, sur un logiciel. Ça leur prenait 5 jours hommes par mois. On leur a développé, on a co-développé ensemble une automatisation avec Power Automate, ChatGPT, et ça leur prend maintenant, ça a pris un peu moins d'une journée à développer, et il n'y avait pas d'API dans l'outil de gestion et de facturation, et donc on exporte un fichier CSV, et maintenant ça leur prend 1 heure à relire le fichier CSV avant de l'intégrer dans leur outil et de générer toutes les factures. Et donc, ils ont gagné 4 jours et demi par mois en une journée d'investissement. Et ça, c'est peut-être pas des gains énormes d'un point de vue sur une entreprise, mais quand on met bout à bout tous les gains d'efficacité qu'on peut gagner, on s'aperçoit qu'on peut gagner 1, 2, 3, 10 ETP dans une organisation, qu'on peut replacer sur de la valeur client, qu'on peut positionner sur des choses qu'on n'était pas capable de faire auparavant parce qu'on n'avait pas le temps. Je suis assez d'accord avec ça. Et je pense, nous, on cible beaucoup ça chez nos clients. Il y a énormément de processus qui sont chronophages, mais qui gèrent aussi des grosses quantités de valeur, beaucoup d'argent.
qui sont gérés aujourd'hui dans Excel ou similaires ou avec des outils bricolés d'une certaine façon. Et pour répondre à ta question, si j'étais décideur aujourd'hui dans une entreprise, je regarderais dans mon service ou dans mes différents services quels sont ces processus-là. Je ferais l'inventaire des processus qui sont gérés avec des outils non structurés en quelque sorte. Et j'attaquerai ça avec des solutions d'IA qui existent sur le marché. On a un exemple là-dessus avec un très gros fabricant de cosmétiques qui gère aujourd'hui une grosse partie de ses commandes sur une région géographique avec Excel, qui est en train de passer à Vertigo pour remplacer ça. Génial. Peut-être Jess, pour le mot de la fin, tu as un conseil aux retailers? Je rejoins un peu mes câbles. Je vais vous raconter une histoire. J'étais dans un call hier avec un distributeur d'équipements sportifs qui reçoit sa donnée 70% sous la forme de PDF. Donc ils ont 40 petites mains qui prennent les PDF, qui réécrivent à la main la donnée dans leur PIM. Et ils ont 30% qui arrivent sous forme d'Excel. Donc je leur dis, ce que je leur dis, c'est industrialiser la réception, la collecte et la transformation des Excel, et puis ça vous libérera du temps pour traiter les PDF et pour aller chercher des Excel à la place des PDF sur les autres fournisseurs, et vous dégagerez du temps pour faire de la gestion du changement chez vos fournisseurs. Bon, ils n'ont pas voulu m'écouter, mais la réalité, elle est là. C'est que plutôt que... Ils ont dit, non, on va d'abord aller voir tous les fournisseurs, et puis on va convaincre tous les fournisseurs de nous envoyer des Excel à la place des PDF. Et quand on fera ça, on passera avec votre super outil qui transforme les Excel et qui les intègre nativement dans nos ERP, dans notre PIM. Bon, reparlons-nous dans 30 ans. Non, mais je le dis encore avec beaucoup de moquerie, mais plutôt que de se battre et de faire des Waterloo à chaque fois, et de faire des grosses batailles où on mobilise beaucoup de ressources et puis on se rend compte que tout prend du temps, choisissons nos combats et transformons les entreprises petit à petit. Waterloo a été perdu, mais bon. Oui, c'est pour ça que je le cite. Donc on va pas parler de choses qui fâchent. Non, mais il y a un point. Aujourd'hui, il y a énormément de craintes autour de l'IA. À chaque nouvelle révolution technologique, il y a énormément de craintes. Il y a énormément de craintes de la part de nos équipes, mais en même temps, on voit à quel point on n'arrive pas à recruter. Et donc, il y a une crainte d'implémentation, et donc il y a une conduite du changement, il y a de la formation, il y a de l'explication, et vous ne pourrez pas faire l'économie de faire comprendre ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, vous n'allez pas être remplacé par des IA, nos équipes ne vont pas être remplacées par des IA, elles vont être remplacées par des gens qui maîtrisent l'IA. Et donc, vous n'avez pas le choix, demain, que de maîtriser ces nouveaux outils. Et de la même manière qu'il y a quelques années, on marquait « je maîtrise la bureautique », plus personne l'écrit, parce que sinon c'est qu'il y a un problème. Vous n'aurez pas le choix que de maîtriser ces outils demain. Donc, utilisez-le, même à toute petite échelle. Messieurs, merci. Moment des questions-réponses. Et on m'a dit dans l'oreillette que la première question était pour Cédric. Elle est prête, en fait. Parce qu'il y a un truc que vous avez évoqué à plusieurs reprises tous, qui est un des sujets qui me trotte dans la tête là-dessus. Les gens qui disent que l'IA est une révolution qui va bouleverser le monde à très court terme, etc., annoncent souvent des délais pour que ça rentre dans la vie quotidienne et que ça ait des impacts très structurants sur le fonctionnement des entreprises et des business models, qui paraissent extrêmement courts par rapport à ce qu'on connaît de la capacité d'absorption habituellement des entreprises et des organisations. Les vraies révolutions coperniciennes dans la façon de faire le métier, ça prend en général plutôt entre 5 et 10 ans que 2 ou 3, habituellement. Pas parce que la techno n'est pas prête, mais parce que les organisations ne sont pas prêtes à l'absorber et à se l'approprier. Moi, les clients de Diamart, c'est-à-dire plutôt des gens normaux, nous ne travaillons pas pour Amazon, pour des raisons éthiques. Ils voudraient, mais nous, on ne veut pas. Nos clients, c'est des clients normaux, des retailers de l'ancien monde, et j'ai envie de dire quelque part, qui sont en train de s'adapter au nouveau monde et de monter le pas. Je les connais un peu. Leur capacité à révolutionner leur process, leur culture, leur façon de travailler pour tirer le maximum de ce que peut délivrer l'IA, et notamment le génératif, n'est pas rendu quand même. Il va falloir un peu de temps. Et donc, est-ce que vous vous dites, oui, c'est pas grave, ça prendra un peu de temps, voilà. Ou est-ce que vous dites, ça va, comme tu l'évoquais, creuser, Jess, tu disais par exemple, toi, il y a un risque que ça creuse les écarts entre les adoptants précoces et les autres. Dans les adoptants précoces, je pense notamment à tous ces gens
dont on ne sait pas très bien si c'est des retailers ou des boîtes de tech, Amazon et les autres, et qui a priori paraissent avoir la culture et l'organisation qui leur permettent d'aller beaucoup plus vite dans l'intégration de ces outils-là? Mais déjà, on ne parle pas de révolution. Alors encore une fois, je parle pour ma chapelle et je parle pour mon produit. Hein. Moi, mon produit, il vient digitaliser le métier d'assistant achat et de gestionnaire de contenu. Je ne viens pas changer fondamentalement le métier d'assistant achat ou de chef de contenu. Je leur donne un outil, c'est plus Excel, certes. Il y a moins d'emails, la communication se fait ailleurs, elle se fait dans le software et pas au téléphone. Mais je ne viens pas révolutionner une façon de travailler. Il y a beaucoup de peur et d'appréhension qu'il faut surmonter quand on discute avec nos prospects, mais on ne vient pas révolutionner un métier. Donc, il ne faut pas avoir peur il ne faut pas d'ailleurs se lancer dans un projet à cathédrale à 5 ans. Ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Hein. Et c'est pour ça que l'écart va se creuser vite. C'est parce que ceux qui vont commencer, ils vont commencer à gagner du temps sur des petits trucs. Et puis ils vont être convaincus du bien fondé de la chose. Donc ils vont commencer à investir du temps en plus sur d'autres petits trucs. Et donc, vous avez quelque chose qui s'appelle en finance les intérêts composés. C'est exactement la même chose qui se passe ici. C'est-à-dire que vous gagnez du temps de façon incrémentale, process par process, section par section, département par département, et 4 ans après, vous faites en une heure ce que vous faisiez en 5 jours. Mais partout dans l'entreprise. C'est pour ça que l'écart se creuse. Pas parce qu'on parle de révolution copernicienne, parce qu'on parle de progrès incrémental qui est diffusé sur toutes les strates de la boîte. Et l'écart se creuse, pour reprendre ce que tu disais, Cédric, c'est que ça s'appelle du change. Et le change, ça prend du temps. Et donc, le fait de commencer à utiliser les outils, même à petite échelle, commencer à avoir des succès, des échecs, de l'apprentissage, fait qu'on va enlever ces craintes en interne, on va commencer à l'utiliser et on va commencer le change. Et le change, ça doit commencer le plus rapidement possible parce que c'est un temps qui est immuable. Ça prend du temps dans les organisations et c'est pas en décrétant quelque chose que ça marche. Alors, de temps en temps, sur certaines organisations, ça le fait, mais donc on est vraiment dans une politique de change qui prend du temps. Donc plus vite vous commencerez sur des petits usages, plus vous gagnerez du temps sur l'avenir. Et autre chose pour les DSI, je pense que c'est enfin la possibilité pour les DSI d'arrêter de dire on se revoit dans un an ou dans un an et demi quand ma roadmap est pleine sur les 18 prochains mois. Reviens me voir après quand tu auras une question. On peut reprendre la main sur le temps court et ça, c'est une vraie révolution pour les entreprises. Je pense qu'il y a quand même 2 mouvements qui vont se faire en parallèle. Enfin, effectivement, il y a ce mouvement de change et ça va prendre du temps parce que effectivement, les structures sont là. Et donc, pour absorber une nouvelle technologie dans une structure existante, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais parallèlement, il y a aussi de nouveaux entrants sur des marchés qui vont se créer autour de ces nouvelles technologies et qui vont complètement concevoir différemment leur organisation pour tourner avec de l'IA. Ce qui va vraiment changer l'IA là, dans les 18-24 mois, c'est quand il y aura des réseaux d'agents. Donc des IA qui vont reprogrammer des IA et qui vont jouer différents rôles et qui vont interagir. Aujourd'hui, c'est très compliqué de mettre ça dans un grand groupe. Par contre, c'est possible de construire une nouvelle entreprise avec une organisation différente autour de ça, qui va être extrêmement performante. Est-ce qu'on a une question supplémentaire dans la salle? Ah, c'est pas possible qu'il n'y ait pas au moins une question. Bonjour tout le monde, je suis Baman Arson de chez ADO. Moi, j'entends beaucoup, on a beaucoup parlé de... Je pense qu'il y a moi, ce que j'appelle la pyramide de Maslow de l'intelligence artificielle, dont on parle. J'ai l'impression qu'on en parle sans le mentionner, dans le sens où il y a des choses où on peut faire de façon très facile, et il y en a d'autres où ça nécessite plus de labeur et plus de larmes, plus de sang. Et je pense qu'il faut faire la distinction, il faut faire les deux. Et c'est pas l'un ou l'autre. Je pense que effectivement, remplacer Excel, ça sera remplacé, on le sait, ça sera remplacé. Moi, ce que je préconise dans mes équipes, c'est que on ait vraiment les deux visions, qu'on soit ambidex là-dessus, qu'on travaille à la fois sur le court terme et qu'on ait des ambitions pour aller chercher des cas d'usage révolutionnaires que les Amazon ont, parce que eux,
Le truc à court terme, ils l'ont déjà passé, mais le gros, ils sont dessus. Donc nous, on a rattrapé sur les petits, mais garder en vue que la révolution, elle est devant nous. Voilà. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue. De toute façon, on ne peut que partager ton point de vue. On sait très bien qu'il y a du court terme, et donc c'est des usages très court terme, l'acculturation à l'IA, et c'est ce qu'on dit. Hein. Aujourd'hui, on est dans Retail Data Day. Déjà, pour faire de l'IA, il faut avoir accès à la data. Hein. Et donc, il y a des gros sujets, des gros enjeux d'accès à la data, et ensuite, il y a des gros enjeux sur, évidemment, les modèles qu'on va implémenter dans les entreprises. Et là, c'est du moyen long terme. La question, c'est la souveraineté et qui a accès à ces modèles. Et est-ce qu'on a les capacités en tant que retailer de créer nos propres modèles, ou est-ce qu'on ne doit pas finalement se résoudre à utiliser des modèles qui ont été générés à l'extérieur, selon moi. Est-ce qu'on a une dernière question ? Hélène Barboni, je m'occupe de la donnée produit et du pricing chez Saint-Gobain pour la distribution sanitaire et chauffage. Au-delà d'être une culture de l'IA, de la data, etc., je pense qu'on a passé un petit cap sur la partie data. Par contre, ce qui est un vrai sujet, et je me suis un peu penchée dessus, c'est la culture du prompt, en fait. Et le premier accès pour réussir à obtenir un petit quelque chose de ces sujets IA, c'est de savoir prompter et de savoir qu'est-ce qui est dans notre tête qui est en fait très intelligent, qu'il faut écrire dans le prompt et que naturellement, nous, on n'imagine pas. On est expert de notre sujet, mais on n'imagine pas à quel niveau de détail il faut transmettre cette expertise. Et pour moi, le premier sujet, en fait, c'est ça, c'est trouver des gens qui vont être capables de transformer ma tête dans un prompt intelligent, en fait. Voilà, la maîtrise de cette IA. Saisir, trouver les bons prompts. Exactement. Aujourd'hui, même pour enrichir des fiches produits ou des choses comme ça, sur des sujets un petit peu d'expertise, alors on a des choses où on trouve plein de choses sur Internet et où on sait alimenter facilement, mais dès qu'on va rentrer dans des choses un petit peu plus précises et un petit peu plus d'expertise, c'est pas la même chose de dire je suis en train d'alimenter, comme on a eu ce matin, un PC portable, où maintenant tout le monde sait qu'on décrit dans un PC portable sa puissance ou son processeur ou un truc comme ça. C'est quelque chose que beaucoup d'assistants de données, ils savent décrypter aussi dans une description ou dans un PDF. Et c'est des choses qu'on trouve assez facilement, qui sont très distinctes des autres. Mais de réussir à pouvoir lui exprimer plus particulièrement, alors je vais prendre un exemple chez moi, sur une chaudière ou sur des choses comme ça, des éléments qui sont un peu plus distinctifs. Et là, on en revient après au légal, à la responsabilité qu'on a derrière. Et pour moi, on a passé des fois 3 à 4 jours à aller au bout d'un prompt bien précis pour qu'il soit capable de sortir de la donnée un peu de qualité. Et c'est difficile parce qu'on essaie de le faire nous-mêmes aussi, mais qu'on cherche c'est qui les grands inspirateurs pour nous donner ces idées de prompt, pour donner de la culture un peu à tout le monde et que tout le monde s'y mette. C'est pas la même chose que je fais mon devoir de maths avec ChatGPT, quoi. Alors déjà, bravo de faire ça, parce que tout le monde ne le fait pas, et c'est le premier pas dont parlait Olivier vers l'acculturation. Deuxièmement, je reviens à la question qui a été posée, comment on choisit son éditeur et quelles questions on pose. Les bons éditeurs de software, la réalité c'est que bientôt on ne parlera plus d'IA et que ce truc-là deviendra invisible et disparaîtra derrière le software. Enfin, moi, c'est ma conviction, et c'est ce sur quoi on travaille chez Akeneo avec l'équipe d'Unify. Les bons éditeurs et les éditeurs experts viendront avec tout un panel de prompts qui seront déjà faits, qui seront déjà préfaits, qu'ils auront déjà fine-tunés. Nous, on fait ça, l'équipe d'Unify fait ça chez Akeneo tous les jours, spécialisée dans la donnée produit. Et c'est pour ça que je vous dis, posez la question à votre éditeur. Est-ce qu'il a juste un connecteur avec GPT ? Et dans ce cas, le poids et la responsabilité de faire les bons prompts va retomber sur vos épaules. Et Dieu sait que vous avez beaucoup de choses à faire déjà. Le bon éditeur vous offrira déjà des prompts qui seront préfaites. Et deuxièmement, vous permettra dans le software naturellement, dans votre PIM, dans votre ERP, dans votre MDM, dans votre CRM, peu importe le logiciel que vous utilisez,
d'éditer et de corriger vos prompts. Et normalement, s'il fait bien son travail, il y a un rôle dans la tech qui est hyper important, qui est celui du Customer Success Manager, qui est donc la personne qui accompagne le client à la fois sur les questions commerciales et juridiques, mais aussi sur l'utilisation et l'adoption du logiciel. Les bons éditeurs, et moi je fais ça tous les jours, c'est mon métier depuis que j'ai été racheté, je suis évangéliste formateur, formera ses équipes sur l'accompagnement des clients sur ces sujets-là. Et ça, c'est la question que vous devez poser. Est-ce que vous faites ça chez vous ? Il ne faut pas confondre les bons éditeurs comme les chasseurs. Il y a les bons et les mauvais chasseurs. Non, mais pour reprendre votre question, oui, c'est génial de tout de suite apprendre aux équipes à prompter, et parce que c'est la nouvelle interface, c'est l'interface de demain. Vous avez aussi la possibilité d'aller un petit peu plus loin dans vos prompts, et donc l'IA générative adore qu'on lui montre des exemples. Et donc aller un peu plus loin que le prompt et lui montrer des exemples, et ça je pense que c'est ce que tu implémentes. Et c'est aussi l'intérêt de passer, je ne vais pas lui faire sa pub parce qu'il l'a fait déjà largement assez bien. Tu as déjà dit il y a 5 minutes qu'il fallait acheter un PIM Macaneo, je crois. C'est quand tu ouais, j'ai dû dire ça. Je n'ai pas le souvenir, mais je reverrai ça après. Mais c'est aussi l'intérêt des éditeurs qui ont cette expertise de récupérer vos données, de vous accompagner et d'avoir créé leur propre modèle pour extraire plus facilement la data. Donc oui, vous êtes peut-être... il y a toujours, est-ce qu'on n'est pas bloqué avec un éditeur, mais finalement, quand on est bloqué avec quelqu'un qui vous apporte de la valeur, c'est plutôt pas mal.